Alors, maintenant que le contexte a été vu, on commence le cours directement. Donc, 1871, l'Allemagne est unifiée, comme je viens de vous le dire. 1875, dans ce contexte-là, est créé un premier grand parti socialiste en Allemagne, donc inspiré des théories de Marx. Il s'appelle le SAP. Ce SAP a pour objectif de prendre le pouvoir et d'imposer à l'empereur et à Bismarck, donc le chancelier, d'imposer des lois favorables aux ouvriers pour changer leur vie et améliorer leurs conditions de travail. Ce parti politique, néanmoins, dès le départ, contient deux tendances. Une tendance qu'on va dire réformatrice, qui a pour but de rester légale et d'accepter les règles mises en place par l'empereur Guillaume Ier pour pouvoir prendre le pouvoir à terme de façon la plus légale possible. Il propose quand même de mettre fin à l'Empire et de mettre en place une démocratie, c'est quand même assez nouveau. Parallèlement, on a une ligne un peu plus dure, incarné par exemple par un homme qui s'appelle Auguste Bebel, qui était ouvrier métallurgiste lui-même, et lui qui propose ni plus ni moins que de renverser l'empereur et de prendre le pouvoir par la force. En tout cas, ces deux groupes, ces deux tendances à l'intérieur du SAP réussissent à se mettre d'accord sur un programme qu'on appelle le programme de Gotha, qui est donc créé dans la foulée en 1875 et qui commence par la volonté d'imposer une démocratie, éduquer massivement les ouvriers, partager les richesses, plus d'égalité en gros, quelque chose qui fait beaucoup peur aux bourgeois et notamment qui fait extrêmement peur à l'empereur et à son chancelier. On ne peut pas vraiment dire que Bismarck soit favorable aux masses. Alors, à la fin des années 1870, dans un contexte où d'ailleurs l'empereur est menacé par plusieurs tentatives d'assassinat, faites par des anarchistes, donc des gens encore plus à gauche que ces socialistes, eh bien, Bismarck décide d'édicter ce qu'on appelle les lois antisocialistes en 1878. Alors, c'est un moment assez important. Ces lois antisocialistes sont censées empêcher les socialistes de s'exprimer, de participer au débat politique en Allemagne. Par exemple, ils n'ont pas le droit de participer aux élections locales, pas le droit d'être représentés au Reichstag, pas le droit non plus de faire de la propagande au sein des usines. Ces lois antisocialistes se doublent néanmoins d'une volonté de Bismarck d'empêcher les ouvriers de rejoindre ces socialistes. Et donc pour cela, il faut utiliser le bâton, mais aussi la carotte. Bismarck n'hésite pas à faire des lois favorables aux ouvriers. Alors à partir de 1878, il y a un ensemble de lois voulues par Bismarck qui vont améliorer les conditions de travail. 1883, 1884 par exemple, on a toutes les lois liées à la maladie et aux accidents du travail qui sont mises en place pour la première fois. Un ouvrier qui tombe malade ne peut pas être renvoyé par son patron, ou bien un ouvrier qui se ferait mal dans le cadre du travail doit être indemnisé par le patron aussi. C'est la loi sur les accidents du travail de 1884. Donc là, on a une première législation sociale. De façon tout à fait complexe, on a donc les ennemis du socialisme qui, pour la première fois, vont eux-mêmes faire des lois favorables aux ouvriers, c'est-à-dire ce que veulent les socialistes. Bon. Alors cependant, ces lois antisocialistes ne vont pas vraiment fonctionner. 10 ans plus tard, à la fin des années 1880, alors que l'empereur Guillaume Ier, vieillissant, devient malade, que la succession à sa mort est difficile et que c'est finalement son petit-fils, Guillaume II, qui va prendre le pouvoir, Bismarck doit finalement prendre sa retraite, car Guillaume II décide de régner seul, ou du moins avec des chanceliers beaucoup moins influents. Il ne veut plus s'embarrasser de Bismarck, et donc au moment où Bismarck quitte le pouvoir, les lois antisocialistes sont abrogées en 1889. Immédiatement, le SAP redevient un parti influent sur le devant de la scène et qui commence à gagner quelques élections locales. Cependant, au sein de ce parti, il y a toujours les deux tendances qui arrivent toujours pas à se mettre d'accord, et 10 années un peu
de retrait de la vie politique n'ont pas amélioré les choses. Au contraire, entre les deux tendances, il y a eu tendance à y avoir des fractures entre les gens qui sont à la tête de ces deux tendances. Et donc, en 1891, deux ans après l'abrogation des lois socialistes, le SAP décide de faire son premier grand congrès, c'est-à-dire de réunir tous ses adhérents, du moins tous ceux qui le veulent, dans la ville d'Erfurt, d'où son nom, le congrès d'Erfurt. Lors de ce congrès, l'idée est de trancher entre les deux tendances révolutionnaires, soit on fait la révolution à feu et à sang l'Allemagne et on tue l'empereur, soit on essaye de garder la ligne réformatrice, tranquille, on accepte de jouer le jeu de l'empereur. Alors finalement, au bout de plusieurs jours de débat, c'est une ligne médiane, une synthèse entre les deux lignes qui va être adoptée. Ce qu'on appelle la ligne révisionniste. On va avoir un discours toujours révolutionnaire, mais dans les faits, on va être tout à fait légaliste et suivre ce que veut l'empereur. Donc on a une sorte d'ambiguïté comme ça, constante, qui va s'installer entre les deux tendances au sein du parti. Pour bien montrer qu'on change de ligne et que c'est vraiment cette ligne révisionniste qui va devenir majoritaire, eh bien, le parti change de nom. Ce n'est donc pas cosmétique. Le SAP devient le SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschland, Parti social-démocrate allemand. C'est aujourd'hui le plus vieux parti socialiste européen. Il existe encore, le SPD, et c'est vraiment ce terme-là à retenir. 1891, création du SPD au congrès d'Erfurt, ligne révisionniste, à la fois le verbe marxiste, révolutionnaire, et en même temps une volonté de rester dans la légalité. C'est l'idée du SPD. Alors, ce SPD va progressivement monter en puissance. En 1912, aux dernières élections, alors donc pas des élections pour prendre le pouvoir, vous avez compris, des élections régionales, locales, au Reichstag aussi, où même si les députés allemands n'ont pas de pouvoir réel, ils peuvent conseiller quand même l'empereur et le chancelier, eh bien, le Parti socialiste devient le premier parti du pays, avec un peu plus entre 25 et 30% des voix. À ce moment-là, ce Parti socialiste peut aussi compter sur la force du mouvement syndical, qui s'est structuré lui aussi à partir des années 1870. Au départ, les syndicats étaient des petits groupes de gens élus. Ça avait été autorisé par Bismarck, et même, avant même l'unification, des petits groupes de gens élus dans les usines pour défendre les intérêts des ouvriers face au patron au singulier, le patron de l'usine. Et puis, progressivement, ces ouvriers et ces syndicalistes se sont rendus compte qu'entre l'usine A de textile à Erfurt et l'usine B de textile à Hambourg, il y avait les mêmes revendications. Donc finalement, ils ont créé des confédérations par branche pour défendre ensemble les droits face à différents patrons. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que dans les usines de textile et dans les usines de métallurgie, finalement, il y avait les mêmes objectifs, il y avait les mêmes droits, l'augmentation du salaire, de meilleures conditions de travail, etc., etc. Et donc finalement, en 1890, avait été créée la première grande confédération, la Confédération nationale des syndicats, qui regroupe plein de syndicats dans plein d'usines, et quelles que soient les branches. À nous, c'est l'équivalent de la CGT, si vous voulez. Ces syndicats, qui sont marxistes, qui défendent les droits des ouvriers, sont des soutiens du SPD. Et donc, si vous voulez, au sein des usines, beaucoup de gens votent SPD. Il y a même des syndicalistes qui sont membres du parti politique ou qui sont élus localement, voire au Reichstag. Donc en 1912, il y a une force politique avec une force syndicale, et les deux sont alliés. C'est dans ce contexte-là que va éclater la Première Guerre mondiale. Je vous rappelle que l'Allemagne de Guillaume II, ce Second Reich, fait partie de ce qu'on appelle la Triple Alliance, aux côtés de l'Autriche-Hongrie et de l'Empire ottoman. De façon à mener la guerre contre la Triple Entente, France, Angleterre, Russie au départ, les trois puissances de l'Alliance vont demander dans leurs pays respectifs l'union sacrée, c'est-à-dire que les adversaires politiques ne les critiquent pas. C'est ce que fait Guillaume II en Allemagne, et il propose aux socialistes de rejoindre le gouvernement en échange de l'absence de critique. Au sein du SPD, la plupart des grands dirigeants acceptent, mais une petite partie des dirigeants refusent de s'allier à l'empereur. C'est pour la plupart d'anciens membres de la tendance révolutionnaire, comme Liebknecht ou l'égérie du mouvement, Rosa Luxembourg. Ces dissidents sont arrêtés, sont dénoncés par les autres membres du SPD et envoyés en 1915 en prison. On les appelle alors les Spartakistes, du nom de cet esclave romain du 1er siècle avant Jésus-Christ qui avait tenté de faire révolter les gladiateurs, Spartacus. Et les Spartakistes voulaient révolter le peuple face à la décision de l'empereur. Ces Spartakistes vont passer la fin de leur guerre en prison et vont avoir beaucoup de mal à accepter que leurs frères du SPD les aient trahis, tout ça pour accompagner l'empereur dans la prise du pouvoir. En 1918, quand l'Allemagne perd la guerre,
Le 11 novembre 18, c'est la capitulation. Elle est signée par un gouvernement qui n'a plus d'empereur, car je vous signale que l'empereur a abdiqué le 9 novembre, 2 jours avant, dans son grand courage. Et le 11, donc, on a un gouvernement qui n'avait jamais vraiment pris de décision tout seul, puisque c'était l'empereur qui était jusque-là, un gouvernement dans lequel il y a des socialistes, et qui, pour la première fois, vont pouvoir diriger l'Allemagne. C'est ce que nous verrons dans